Bienvenue sur la chaîne où on ne vous promet pas de survivre, mais au moins de comprendre pourquoi vous êtes mort. Ici, pas de fiction, pas de héros. Juste une question. Combien de temps vous tiendriez quand les morts commenceront à marcher? Installez-vous. Et surtout, restez en vie. Il existe des villes capables d'absorber presque n'importe quelle crise. Des villes immenses, complexes, résistantes. Mais lorsque la menace n'obéit plus aux règles normales, la taille devient parfois une faiblesse. Et dans ce scénario, Paris pourrait en être l'exemple parfait. Si une apocalypse zombie commençait demain matin, combien de temps la capitale française resterait-elle debout? Une semaine, 3 jours, quelques heures seulement. Avec plus de 2 millions d'habitants dans la ville, des millions supplémentaires en périphérie, des transports saturés, une dépendance logistique totale et une densité parmi les plus fortes d'Europe. Paris pourrait devenir l'un des endroits les plus dangereux du continent. Mais pour comprendre combien de temps elle tiendrait, il faut observer ce qui se passerait, heure par heure. Jour 1, le déni. Tout commence toujours de la même manière. Quelques vidéos floues, des agressions isolées, des comportements incompréhensibles, des rumeurs, des images filmées au téléphone, un homme mordu, une femme attaquée dans le métro, un individu violent dans une rue du centre-ville. Au début, personne n'utilise le mot « apocalypse ». Les médias parlent d'incidents. Les autorités demandent le calme. Les habitants continuent leur routine. Les cafés ouvrent. Les écoles accueillent les élèves. Le métro circule. Les bureaux se remplissent. Et c'est précisément ce qui rend la première journée si dangereuse. Car pendant que la population continue normalement, la contamination progresse silencieusement. Dans une petite ville, quelques foyers restent localisés. Mais dans Paris, quelques foyers suffisent à déclencher une réaction en chaîne. Le métro, le multiplicateur. Le réseau parisien transporte chaque jour des millions de personnes. En temps normal, c'est une prouesse. En situation de crise, c'est un accélérateur de chaos. Espace clos, rames bondées, peu d'issues visibles, stress immédiat, propagation rapide de la panique, une attaque dans une rame, et des dizaines de personnes sont piégées. Une morsure sur un quai bondé, et la foule se transforme en mouvement incontrôlable. Sous terre, sans lumière naturelle, avec des annonces contradictoires, le métro deviendrait l'un des pires endroits de la capitale. Certaines stations seraient abandonnées en quelques minutes. D'autres resteraient bloquées par la foule. Et dans plusieurs tunnels, des milliers de personnes se retrouveraient sans direction claire. Les premiers réflexes humains. Quand une ville comprend enfin ce qui se passe, elle agit toujours selon 3 réflexes. Fuir, se cacher, chercher ses proches, des parents quitteraient leur travail pour rejoindre leurs enfants, des étudiants tenteraient de rentrer chez eux, des touristes chercheraient une sortie, des automobilistes prendraient leur voiture, des milliers de personnes appelleraient en même temps. Le réseau téléphonique saturerait rapidement. Les applications de transport cesseraient d'être fiables. Les informations se contrediraient. Et chaque minute perdue augmenterait la confusion. Les routes, l'immobilité totale. Deuxième réflexe massif, quitter Paris. Mais lorsqu'une population entière a la même idée, au même moment, le mouvement devient impossible. Le périphérique se bloque. Les sorties d'autoroute saturent. Les ponts ralentissent. Les carrefours deviennent des nœuds de tension. Des véhicules tombent en panne. D'autres sont abandonnés. Des accidents se multiplient.
Et bientôt, les routes ne servent plus à fuir. Elles servent à immobiliser tout le monde. Ceux qui pensaient partir vite se retrouvent coincés dans leur propre stratégie. Jour 2, la peur change de camp. À partir du 2e jour, la menace n'est plus seulement extérieure, elle devient intérieure. Les commerces ferment, les rideaux tombent, les supermarchés sont pris d'assaut, les pharmacies sont vidées, les stations-service n'ont plus de fil normal. Elles ont des foules. Dans les immeubles, les voisins commencent à se méfier les uns des autres. Dans certains quartiers, des groupes s'organisent. Dans d'autres, chacun reste derrière sa porte. L'absence d'informations claires devient un poison. Quand personne ne sait ce qui arrive, tout le monde imagine le pire. L'électricité et l'eau. Une grande ville moderne repose sur des systèmes invisibles. Électricité, eau potable, collecte des déchets, livraison, maintenance. Quand les équipes ne circulent plus normalement, quand les axes sont bloqués, quand les priorités changent, ces systèmes commencent à faiblir. Certaines zones connaissent des coupures. Des immeubles perdent l'ascenseur. Des feux ne fonctionnent plus. Les pompes deviennent instables. Et soudain, la ville qui semblait éternelle dépend d'éléments extrêmement fragiles. Jour 3, Paris ne fonctionne plus. Au 3e jour, Paris existe encore. Mais elle ne fonctionne plus comme une ville. Les transports publics sont désorganisés. Les services d'urgence sont saturés. Les stocks visibles ont disparu. Les rues principales deviennent imprévisibles. Certaines zones restent calmes, d'autres deviennent hostiles. Quelques immeubles tiennent, quelques commerces barricadés résistent. Mais la logique collective a disparu. La capitale se fragmente, quartier par quartier, rue par rue, immeuble par immeuble. Qui survit le mieux? Dans ce type de crise, ceux qui survivent le mieux ne sont pas forcément les plus forts. Ce sont souvent les plus discrets. Les personnes déjà chez elles. Les foyers avec réserve. Les immeubles avec accès limité. Les gens capables de coopérer. Ceux qui évitent les mouvements inutiles. À l'inverse, ceux qui improvisent tard ou qui dépendent entièrement de l'extérieur s'exposent davantage. Les zones favorables. Paris ne tomberait pas partout au même rythme. Les petits immeubles avec une seule entrée pourraient tenir plus longtemps. Les étages élevés offriraient de la distance. Les cours intérieurs fermés deviendraient stratégiques. Les toits accessibles offriraient observation et discrétion. Mais aucun avantage n'est permanent, car sans ravitaillement, le temps travaille contre tout le monde. Et la police, l'armée? Beaucoup imaginent une reprise rapide. Barrages, zones sécurisées, évacuation massive. En réalité, protéger une capitale dense exige une coordination immense. Et dans les premières heures, les forces disponibles devraient prioriser. Sites sensibles, hôpitaux, axes majeurs, institutions. Cela signifie qu'une grande partie de la population devrait compter sur elle-même au début. Le facteur le plus sous-estimé. Les zombies ne seraient peut-être pas la principale cause de chute. Le facteur décisif serait humain. La panique, les décisions tardives, les embouteillages, la désinformation, les conflits pour les ressources, le refus de croire la situation réelle. Dans les grandes villes, la vitesse du chaos dépasse souvent la vitesse de réaction. Alors, combien de temps, si l'on parle d'une ville pleinement fonctionnelle? Paris pourrait être gravement paralysé en moins de 72 heures. Si l'on parle de poche de résistance,
Certaines zones pourraient tenir bien plus longtemps. Des jours, des semaines, peut-être davantage. Mais la question n'est pas seulement combien de temps Paris survivrait. La vraie question est combien de temps vous survivriez à Paris? Conclusion, une mégalopole est puissante tant que ses systèmes fonctionnent. Quand il vacille, sa densité devient un piège. Sa vitesse devient confusion. Sa dépendance devient vulnérabilité. Paris ne tomberait pas seulement à cause des zombies. Elle tomberait à cause de tout ce qui la rend efficace, en temps normal. Et vous, si cela commençait demain matin, vous quitteriez la ville ou vous resteriez caché? Dites-le en commentaire. Ne jamais sous-estimer une grande ville et ne jamais surestimer sa stabilité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors vous avez déjà une longueur d'avance sur les autres. Les autres, qui serviront probablement de dîner. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que quand tout commencera, il sera déjà trop tard pour apprendre. Et entre nous, mieux vaut recevoir une notification qu'une morsure.